Bon, hier, on a tous failli s'endormir devant le discours de politique générale de Michel Barnier, mais en vérité, on a quand même bien compris que Michel Barnier, c'est le Bardella de rechange de Macron. Suite aux élections législatives, Macron a fait la dissolution en espérant nommer Bardella. Bon, pas de bol, les Français n'en ont pas voulu. Et du coup, au bout de 3 mois, on se retrouve avec un Michel Barnier. Ce que je vous propose, c'est de revoir des petits bouts du discours de Barnier avec moi et de comprendre en fait à quel point c'est juste le Bardella de rechange. À cet instant, j'ai en mémoire l'ordre de mission que le général de Gaulle, de sa propre main, a adressé en mai 1942. Et le général écrivait « Je vous demande de faire beaucoup avec peu et en partant de presque rien ». Michel Barnier qui commence par citer le général de Gaulle. Évidemment, aujourd'hui, il faut toujours citer le général de Gaulle. Sinon, vous n'êtes pas un vrai Français, vous inscrivez pas dans la tradition. De Gaulle, c'est comme tous les gens qui sont morts, c'est mieux d'en parler maintenant qu'ils sont morts. Donc il faut faire référence à lui. Mais enfin, quand même, en 1942, quand le général de Gaulle il écrit ça, la France est occupée par les nazis. Et puis, par ailleurs, je pense que le général de Gaulle, à la différence de M. Barnier, il n'a pas appelé les ancêtres du Rassemblement national pour savoir si la politique qu'elle avait menée allait leur convenir. Donc c'est quand même un petit peu étonnant, cette référence de la part du nouveau Premier ministre. La véritable épée de Damoclès, c'est notre dette financière colossale. 3228 milliards d'euros. Et si l'on y prend garde, elle placera notre pays au bord du précipice. Cette année, notre déficit public, celui de toutes les collectivités publiques, devrait dépasser 6% de notre richesse nationale. En 2025, si rien n'est fait, il sera davantage encore. Pourquoi est-ce grave, mesdames et messieurs les députés ? Pas seulement parce que ces chiffres n'ont rien à voir avec les prévisions de début d'année, pas seulement parce qu'ils n'ont rien à voir avec la trajectoire promise à nos partenaires, pas seulement parce que cette situation nous affaiblit autour de nous en Europe, mais d'abord parce que la charge de cette dette, 51 milliards d'euros, est aujourd'hui le deuxième poste de dépense de l'État derrière l'école. Alors là, Michel Barnier nous parle évidemment de la dette. Alors, quel mot il a utilisé ? Il a dit que nous étions au bord du précipice, que la dette était catastrophique, pharaonique. C'est marrant parce que la vidéo de l'Assemblée s'est tournée sur le visage de M. Armand, qui est le nouveau ministre de Bercy, qui s'est fait tirer les oreilles d'ailleurs par M. Barnier parce qu'il avait dit du mal du Rassemblement national. Et donc on a vu le visage livide de M. Armand parce que, évidemment, cette critique de cette dérive budgétaire, elle est adressée à la Macronie, à Bruno Le Maire, à Gabriel Attal, à Elisabeth Borne, qui ont dirigé le pays ces dernières années. La transition écologique doit être l'un des moteurs de notre politique industrielle. Ensemble, nous allons agir aussi sur l'offre énergétique en poursuivant résolument le développement du nucléaire et notamment des nouveaux réacteurs, mais aussi en poursuivant le développement des énergies renouvelables, en mesurant mieux, dans certains cas, je pense aux éoliennes, tous leurs impacts. Monsieur Barnier nous parle de la dette écologique et il s'intéresse et il est très inquiet pour les générations futures, il a bien raison. Mais derrière ces beaux discours, il y a quand même tout un tas de choses qui ne vont pas. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a une diminution prévue dans le projet de loi de finances pour 2025 de 60% du fonds vert. Le fonds vert, c'est cet argent public qui permet aux collectivités territoriales de faire la transition énergétique dans les territoires. Par ailleurs, il oublie de dire qu'il y a 500 millions de moins qui vont être mis sur le passage aux véhicules électriques et notamment pour aider les ménages les plus modestes à acquérir une voiture électrique. Il s'obstine dans le nucléaire et dans le nouveau nucléaire. Moi, je peux vous dire, pour travailler dessus en ce moment, que c'est plutôt la galère. Alors, on voit l'EPR de Flamanville
qui n'a toujours pas démarré, qui n'a toujours pas envoyé le moindre électron sur le réseau, alors que ça fait 17 ans que le chantier a démarré. Mais les nouveaux EPR2, on n'est même pas dans la phase de design détaillé, enfin, on y arrive petit à petit. On ne sait toujours pas combien ça va coûter, on sait juste que ça va coûter un pognon de dingue, on ne sait pas comment ça va être financé. Il nous parle de décarbonation de l'industrie pour avoir auditionné récemment les acteurs de l'industrie, l'aluminium, etc. Ils nous disent qu'ils sont assez inquiets en fait justement de ce programme de nouveau nucléaire et qu'ils n'y croient pas beaucoup, et en tout cas ils n'ont pas envie de mettre un copec là-dedans, précisément parce qu'ils sont traumatisés par Flamanville. Sur les éoliennes, alors il nous dit on va développer les renouvelables, mais les éoliennes on va quand même regarder tous les impacts. Bon, il n'y a aucun scénario sérieux de transition énergétique qui dit qu'il faut faire moins d'éoliennes. Tous les scénarios, RTE, ADEME, etc., disent qu'il va falloir en faire plus. Une action sans idéologie sur le scrutin proportionnel. Il est déjà mis en œuvre au Sénat et dans les collectivités. Il est pratiqué à des degrés différents, d'ailleurs, chez beaucoup de nos voisins. Alors, la proportionnelle, comment dire, vaste blague. Nous, à la France Insoumise, on est pour la proportionnelle et pas depuis 6 mois. Ça fait très longtemps. Mais j'ai envie de dire, si la proportionnelle, elle avait été en application là en 2024 et qu'elle avait donné la même configuration de l'Assemblée, rien n'interdit de penser que ça aurait été le cas. Est-ce qu'Emmanuel Macron aurait davantage respecté le résultat des urnes ? Si avec une proportionnelle, c'est le nouveau Front Populaire qui avait eu le plus grand nombre de sièges de députés à l'Assemblée, est-ce qu'il aurait appelé Lucie Castet ? Je ne le crois pas, puisqu'il l'a refusé absolument, puisqu'il n'a aucune envie de changer de politique. Donc là, M. Barnier amuse la galerie avec une proposition soi-disant démocratique qui fait appel à la souveraineté populaire, qui permettrait à chaque force politique d'être mieux représentée et à chaque Français d'être mieux représenté à l'Assemblée nationale. Bon, je veux dire, c'est pipeau tant que Macron refuse le résultat des élections. Sur les retraites aussi, il faudra reprendre le dialogue. Il est impératif de préserver l'équilibre durable de notre système de retraite par répartition. Pour autant, certaines limites de la loi votée le 15 avril 2023 peuvent être corrigées. Les questions des retraites progressives, de l'usure professionnelle, de l'égalité entre les femmes et les hommes face à la retraite méritent mieux que des fins de non-recevoir. Sur la retraite, alors ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit à la fin, c'est que les questions d'usure professionnelle, etc., méritent mieux que des fins de non-recevoir. Alors, je pense qu'il est en train de critiquer le recours au 49.3 d'Elisabeth Borne de l'époque, ou alors j'ai pas compris de quoi est-ce qu'il voulait parler. Mais bon, là encore, on est dans l'enfumage, puisqu'il ne parle pas d'abrogation de cette réforme adoptée contre l'avis de 95% des actifs de ce pays et de 75% des Français. Il parle de renouer le dialogue pour essayer de modifier à la marge, blablabla, tout en maintenant les équilibres. Bon, bref, donc vous avez compris, en fait, Michel Barnier n'est pas là pour abroger la réforme des retraites, alors que la force politique qui arrive en tête, le nouveau Front Populaire, portait cette revendication-là, cette mesure dans l'élection législative. Encore faut-il que le travail paye. Nous revaloriserons le SMIC de 2% dès le 1er novembre, par anticipation de la date du 1er janvier. Alors, le généreux monsieur Barnier se déguise en Père Noël pour revaloriser le SMIC de 2% au 1er novembre au lieu du 1er janvier. Waouh, je ne sais pas ce que ça va changer dans la vie et dans le quotidien des gens qui gagnent le SMIC. Alors 2%, ça va faire 60 €. Et par ailleurs, c'est juste une anticipation de 2 mois d'une revalorisation qui se serait fait automatiquement. Donc il y a 0 coup de pouce de la part du gouvernement Barnier. C'est ça qu'il faut comprendre. Mesdames et messieurs les députés, c'est notre 4e chantier d'une politique de maîtrise de l'immigration. Je crois qu'il est urgent de sortir l'immigration de l'impasse idéologique où les uns et les autres l'ont mise. J'ai même un jour, dans un moment d'utopie, imaginé qu'on pouvait en faire un sujet d'intelligence nationale. Ce sujet, qui ne laisse personne indifférent, doit être traité avec dignité et avec gravité, plutôt que d'être instrumentalisé dans des controverses inutiles. L'immigration est une question que nous devons regarder avec lucidité et que nous devons affronter avec pragmatisme. L'an dernier, 2,5 millions de visas ont été accordés à des ressortissants étrangers.
Chaque année, plus de 150 000 demandes d'asile sont enregistrées, dont les 2/3 en moyenne sont rejetées. Chaque année, plus de 100 000 obligations de quitter le territoire sont prononcées, mais des dizaines de milliers de migrants en situation irrégulière se maintiennent indûment sur notre territoire. Le résultat, mesdames et messieurs les députés, c'est que nous ne maîtrisons plus de manière satisfaisante notre politique migratoire. Et la conséquence, c'est que nous n'atteignons plus de manière satisfaisante notre objectif, et je dirais notre devoir républicain d'intégration. Ah bah oui, il fallait quand même parler d'immigration, ce serait dommage de passer à côté du sujet. Alors, plusieurs choses, parce que M. Barnier lance des chiffres comme ça à la cantonade sans donner vraiment l'explication. Donc, plus de 2 millions de visas distribués l'année dernière. Oui, enfin, la grande majorité de ces visas, c'est des visas pour études. Donc, je ne sais pas, on a décidé de plus accueillir d'étudiants étrangers dans nos universités françaises. Autre chiffre, on nous parle de plus de 100 000 OQTF chaque année et finalement, un petit pourcentage de ces OQTF, ces obligations de quitter le territoire, qui sont exécutées, c'est-à-dire qu'on arrive effectivement à renvoyer les gens dans leur pays d'origine. Mais en vérité, en valeur absolue, la France expulse beaucoup d'étrangers. Et si le taux d'expulsion est faible, c'est précisément parce qu'il y a énormément d'OQTF qui sont prononcés, beaucoup plus que dans nos pays voisins, les autres pays d'Europe, pour des raisons qui n'ont aucun sens. Donc forcément que si on distribue massivement des OQTF, eh ben à la fin on se retrouve en difficulté pour en exécuter la majeure partie. Alors M. Barnier nous dit que l'immigration est un sujet qu'il faut traiter avec gravité. Moi je crois que celui qui est grave dans l'histoire, c'est M. Retailleau, son ministre de l'Intérieur. En fait, il faut qu'il le dégage, en fait, M. Retailleau. Il n'a rien à faire dans un gouvernement de la République française. Retailleau qui dit que l'immigration n'est pas une chance pour personne, ni pour les migrés qui viennent, ni pour les Français qui doivent les supporter finalement, qui veut remettre en cause l'état de droit, qui nous dit que ce n'est pas sacré l'état de droit dans le pays, etc., etc. Donc s'il veut traiter le sujet avec gravité, M. Barnier, en fait, qu'il se débarrasse d'abord de M. Retailleau. La France restera également active au Proche et au Moyen-Orient. Quelques jours avant le triste anniversaire du 7 octobre, nous pensons à toutes les victimes des attaques terroristes du Hamas. Nous pensons à tous les otages dont nous exigeons la libération et parmi eux nos compatriotes. Nous pensons aussi, je pense aussi à toutes les victimes civiles palestiniennes. Cette violence n'a que trop duré. Voilà pourquoi la France continuera d'appeler à un cessez-le-feu à Gaza. Sur la question du Proche et du Moyen-Orient, un petit bon point pour M. Barnier par rapport à ce qu'on avait connu jusque-là, c'est qu'il a quand même eu un mot pour les victimes civiles palestiniennes, en plus des autres victimes, évidemment. Mais, comment dire, il reste même pas au milieu du gué, c'est-à-dire il dit il faut une solution à deux États, sauf qu'il ne dit pas que la France reconnaît l'État de Palestine. Pourtant, il y a déjà plus d'une centaine de pays dans le monde qui ont reconnu l'État de Palestine. Il y a 3 pays européens qui l'ont fait depuis le 7 octobre, donc c'est possible en fait de le faire maintenant. Ce ne sont pas des dictatures ou des amis des terroristes qui ont fait ça, ce sont simplement des pays qui prennent au sérieux ce qu'ils disent. S'il faut une solution à deux États, il faut qu'il y ait l'État palestinien et donc il faut commencer par le reconnaître. Il ne dit rien de ce que la France pourrait faire pour arrêter de vendre des armes à Israël et pour essayer de convaincre l'Union européenne de cesser de vendre des armes à Israël. Il ne dit rien sur le partenariat économique entre la France et Israël ou l'Union européenne et Israël. Donc, en vérité, il ne dit rien parce qu'il continue de soutenir la politique génocidaire d'Israël à Gaza et pareil sur le Liban. Il dit ce serait mieux si ça s'arrêtait. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête? Absolument rien. Et la conclusion de tout ça, dans son discours, c'est de dire face
à ces grands défis militaires, eh bien, il faut que la France s'arme davantage et fasse des efforts en termes de défense. Mais pardon, c'est pas parce qu'on aura plus de militaires en France que, en fait, Israël va cesser d'agresser ses voisins comme elle le fait au Liban. La preuve, c'est même lui qui le dit, on a 700 casques bleus français qui sont actuellement en poste au Liban. Ça n'a pas empêché, ce matin même, Israël d'envahir le Liban, de franchir la frontière. Moi, je pense que les Français méritent notre engagement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Voilà. On est arrivé aux fins du supplice. J'espère que vous n'êtes pas endormis, parce que moi j'ai failli m'endormir quand même pendant les 1h20 de Monsieur Barnier, qui parlait comme un notaire de famille à un enterrement. Il y a deux choses intéressantes dans ces dernières images. Il y a d'abord, vous avez vu, le groupe de la France Insoumise, on a décidé de brandir nos cartes d'électeurs, on l'a fait à la fin et on l'avait déjà fait au début. Et il y a une autre image, c'est qu'on voit que seuls les députés LR, qui sont une quarantaine, se sont levés pour applaudir Monsieur Barnier. En fait, ces deux images ont un rapport, elles entrent en résonance. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a brandi nos cartes d'électeurs ? Pour redire que M. Barnier n'est pas légitime. Il a été choisi par M. Macron contre le résultat des élections législatives du 7 juillet. Et donc, nous avons brandi nos cartes d'électeurs pour dire que c'est la volonté populaire qui devrait être respectée, parce que là, ce qu'on voit dans les applaudissements, c'est qu'il y a une quarantaine de députés LR qui se lèvent pour applaudir un Premier ministre. Donc, il n'a aucune majorité. Il n'y a rien sur les aspects sociaux. Il ne va pas revenir sur la réforme des retraites, il ne va pas l'abroger. Les salaires ne vont pas augmenter et toutes les factures vont continuer de coûter aussi cher. Et il n'y a rien de prévu sur l'écologie et les générations futures. Mais on voit bien que M. Barnier, en fait, a une espérance de vie en tant que Premier ministre qui est quand même assez limitée. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, avec les 4 groupes du nouveau Front Populaire, nous allons déposer une motion de censure qui devrait être examiné en hémicycle en début de semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi prochain, quelque chose comme ça. Et par ailleurs, ce qui va commencer ce mercredi en commission des lois, c'est la proposition que nous avons faite, les Insoumis, de destitution de M. Macron. Et je vous invite à suivre ça de près, parce qu'il va y avoir des débats en commission et dans une dizaine de jours, des débats en hémicycle sur cette question de la destitution.